Bonjour et bienvenue sur le webinaire Coûts annexes, comment optimiser vos dépenses tout en agissant pour la transition énergétique. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing, et j'aurai le plaisir d'administrer cette conférence en ligne. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous répondrons à vos questions à la fin de la présentation pendant environ 10 minutes. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. La présentation vous sera envoyée par email après le webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos intervenants du jour. Laurent Ornel, Senior Manager Équipe Énergie. Bonjour Laurent. Bonjour. Josépha Fleury, consultante Senior Énergie. Bonjour Josépha. Bonjour à tous. Et Thibaut Guillamet, consultant Senior Énergie. Bonjour, Bonjour. Thibaut. Bonjour. Je laisse maintenant la parole à Josépha qui va vous présenter le programme de ce jour. Josépha, c'est à toi. Bonjour, merci Delphine. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous allons aborder la partie coûts annexes en énergie et savoir comment ces coûts annexes peuvent être optimisés et peuvent rentrer dans le cadre de votre stratégie vers une transition énergétique. Donc, ça va se dérouler en 3 parties. La première partie, on va se pencher plus particulièrement sur l'énergie verte. On abordera la question des garanties d'origine. On parlera également des PPA, les Power Purchase Agreements. Et enfin, on verra comment se positionnent les fournisseurs sur ces 2 sujets. Sur la deuxième partie, nous allons parler des certificats d'économie d'énergie, les C2E. On vous expliquera le mécanisme et on verra quels sont les impacts de ces C2E, à la fois du côté achat, en tant que consommateur et sur vos factures d'énergie, mais aussi du côté investissement, si vous avez prévu de faire des investissements dans le cadre de votre entreprise. Enfin, pour la troisième partie, nous allons aborder le sujet de la capacité, qui est actuellement un surcoût sur vos factures d'énergie, mais c'est également un moyen, un levier qui peut vous permettre d'optimiser vos consommations d'énergie. Donc, je vous propose de commencer par la première partie, l'énergie verte et comment intégrer l'énergie verte dans votre stratégie d'achat. Nous allons commencer tout d'abord par parler des garanties d'origine. Donc, les garanties d'origine, c'est un mécanisme, comme vous le voyez sur le schéma, qui dépend en fait à la fois d'un côté de producteurs d'énergie renouvelable et de l'autre de consommateurs. Donc, en tant que consommateur, vous avez la possibilité d'acquérir des garanties d'origine auprès du registre PowerNext. Et ces garanties d'origine vous permettent de justifier que vous consommez de l'énergie verte. Lorsque vous avez ces garanties d'origine et que vous payez un surcoût pour vos factures, sur vos factures pour cela, ça veut dire que vous financez quelque part un producteur d'énergie renouvelable en France ou en Europe pour une source renouvelable de différentes technologies. C'est un mécanisme qui est officiel, qui est géré par PowerNext et qui est actuellement le moyen unique qui vous permet de justifier et de déclarer véritablement que vous consommez de l'énergie verte. Donc, vous voyez sur cette slide ici, à gauche, on a indiqué les différentes enchères. En fait, ce mécanisme de garantie d'origine, il tourne autour d'un marché qui est organisé par des enchères qui ont lieu régulièrement chaque année et qui permettent de définir un prix. Vous voyez que sur ce graphique à gauche, on a repris toutes les différentes sources d'énergie, puisque lorsque vous avez des garanties d'origine, vous pouvez choisir que ce soit des garanties d'origine par exemple, qu'il soit solaire ou hydraulique ou éolien, ou que ce soit un mix de différentes énergies et que ce soit français ou européen, et à chaque fois, le prix va évoluer. Vous voyez qu'on est sur des niveaux de prix qui sont quand même assez bas, puisqu'on est autour de, on est à moins de 40 centimes d'euros par mégawattheure depuis quand même pas mal de temps. Donc, on est sur un mécanisme qui est assez intéressant en ce moment. Le point à savoir sur ces garanties d'origine, si vous souhaitez pouvoir en bénéficier au sein de pour vos consommations, 2 moyens sont possibles. Le premier, c'est soit via votre fournisseur d'énergie. Ça peut être dans différents cadres, mais par exemple, ça peut être au moment où vous lancez votre consultation. Vous demandez au fournisseur de vous proposer un prix pour ces garanties d'origine. Ça peut être également en cours de contrat.
C'est pas nécessairement au même moment où vous lancez votre contrat, c'est-à-dire que vous pouvez déjà avoir votre contrat de fourniture et demander à votre fournisseur qui vous fournisse un prix pour des garanties d'origine. Il faut savoir que c'est un prix du coup qui est déterminé sur la durée de votre contrat ou sur la durée de votre engagement sur ce sujet-là. Et vous avez la possibilité de choisir de couvrir soit 100%, soit juste une partie de votre consommation. Vous pouvez définir que certains sites qui bénéficieront de ce mécanisme. Le deuxième moyen d'obtenir des garanties d'origine pour votre consommation, c'est via un courtier. Alors, ça peut être un courtier soit spécialisé en garantie d'origine, soit un courtier qui va vendre aussi d'autres produits. Mais par exemple, vous pourriez faire un appel d'offres uniquement entre courtiers de garantie d'origine. Vous pouvez les intégrer aussi dans votre consultation de fourniture classique. Et comme ça vous permettra de comparer toutes les offres, à la fois des courtiers et des fournisseurs d'énergie. Pourquoi passer par un courtier? Parce que parfois, ça peut permettre d'avoir, pourquoi pas, des prix plus intéressants, étant donné qu'ils ne vont travailler que sur ce sujet-là. On est sur des prix qui sont assez bas en ce moment, donc on va avoir des écarts moins importants, mais on pourrait imaginer qu'avec des prix plus hauts, on pourrait avoir des écarts entre fournisseurs importants qui pourraient être intéressants de solliciter des courtiers. Et le deuxième point, c'est que si vous travaillez avec un courtier qui est spécialisé en garantie d'origine, il va aussi être capable de vous accompagner, notamment dans la communication, puisque un des avantages de ce sujet-là, c'est aussi de pouvoir communiquer à l'extérieur ou dans le cadre d'une politique RSE et de pouvoir indiquer que vous consommez de l'énergie verte. Donc, si vous avez un accompagnement tel que des certificats de garantie d'origine, par exemple, des certificats, des attestations, des outils, ça peut être intéressant. Donc ça, il faut bien comparer entre ce que vous propose le fournisseur et ce que vous proposent les courtiers. Donc, c'était le premier point sur l'énergie verte. On voulait vous parler des garanties d'origine. C'est un premier palier qui est indispensable en soi pour pouvoir dire que vous consommez de l'énergie verte. Mais il y a aussi des choses qui permettent d'aller plus loin encore, comme notamment les PPA. Et je vais laisser la parole à Laurent pour vous présenter ce sujet. Merci Josepha. Effectivement, quelques mots sur ce nouveau mécanisme, un mécanisme un peu plus récent. Il existe depuis de nombreuses années dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'il est un peu plus récent en France. Donc on parle de PPA, donc c'est l'acronyme de Power Purchase Agreement, ou PPA, donc en anglais, vous pouvez l'entendre souvent sous ce vocable-là. Donc là, on est sur une approche un peu différente de celle des garanties d'origine, mais c'est une approche aussi complémentaire. Déjà aussi sur la partie, c'est différent déjà sur la partie durée, puisque globalement, on va être sur des durées beaucoup plus longues. On va dire que les durées les plus courtes des PPA, on parle de 3 ans. Donc là, on va se rapprocher d'installations d'énergie renouvelable qui sont déjà existantes. Les 3 ans, c'est déjà les durées longues des contrats d'achat de fourniture. Mais plus généralement, quand on va parler de PPA, donc ça va être de travailler sur des nouvelles installations de production d'énergie renouvelable. Et donc, le principe des PPA, donc c'est vraiment de se mettre, de faire un contrat de gré à gré avec un producteur d'électricité, donc souvent sur la durée de vie de l'installation, donc sur les durées d'amortissement, donc on va être régulièrement de 10, 15, 18, 20, 25 ans, donc sur des durées beaucoup plus longues. Donc là, ça témoigne effectivement d'un engagement encore un peu plus fort des entreprises en faveur de la transition énergétique. Donc c'est un moyen d'introduire ces PPA sans investir directement dans l'installation. Ça a surtout l'avantage aussi de s'affranchir des volatilités des prix de marché, puisque vous le savez, hein, les prix de marché fluctuent fortement au jour le jour. Et donc là, on a une stabilité importante sur ce volume. J'en profite pour dire au passage qu'on n'est pas obligé de faire des PPA pour l'intégralité de sa consommation, mais généralement, c'est que pour une partie de sa consommation, un ruban de quelques mégawatts sur laquelle, effectivement, on s'engage. Ça permet aussi de s'affranchir des évolutions réglementaires, puisque là aussi, on sait que le marché français, et notamment l'électricité, est très impacté par des évolutions réglementaires. Vous connaissez le mécanisme de l'ARN, mais évidemment, tout ce qui est autour, les incertitudes qui y sont liées. Donc, globalement, ça permet d'avoir de s'affranchir de ces aléas. Et puis, c'est vrai que globalement, en termes de prix, on a des prix de production des ENR qui baissent d'année en année et par rapport au prix de marché, même si évidemment, on a des fluctuations importantes et on l'a encore vu ces derniers temps. Et puis, le passé, que ce soit en 2016,
où on a eu un point bas ce début d'année, ou voilà, inverse des points hauts en 2018. Globalement, quand même, on a une compétitivité des énergies renouvelables qui est de plus en plus importante. Donc, il est vraiment intéressant de se pencher sur cette question. Le problème, c'est qu'effectivement, on est sur un mécanisme un petit peu nouveau, un petit peu récent. Donc, il n'y a pas ou peu de standardisation des contrats. Alors, il commence à sortir des contrats un peu standardisés, donc justement pour essayer de diffuser un petit peu plus cette approche. Mais bon, voilà, c'est quand même évidemment un petit peu plus compliqué que les garanties d'origine. Donc l'accompagnement juridique est quand même nécessaire. Ça s'adresse aussi à des consommateurs qui ont des visibilités d'activité, donc qui sont d'un point de vue solidité financière un peu important, parce que quand on parle de 10, 15, 20 ans, évidemment, et encore une fois, le contexte actuel de la crise sanitaire nous rappelle que c'est pas toujours évident de se projeter sur des durées aussi longues. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les PPA qui ont été sortis ou qui sont en cours sont surtout ceux pour des gros consommateurs avec voilà, des visibilités, des assurances, d'être présents encore à cet horizon. Voilà, donc encore assez peu de retour d'expérience et donc une démarche qui est assez longue pour pouvoir la mettre en œuvre et pour pouvoir la coordonner, bien sûr, avec votre contrat de fourniture existant et puis donc avec les différentes parties prenantes. Donc voilà, ça c'est de la partie PPA. Donc par rapport aux garanties d'origine, on est vraiment sur des mécanismes qui se complètent. Hein. Donc on est encore une fois, on n'est pas tout à fait sur le même positionnement. Et donc du coup, la question qu'on peut se poser, c'est par rapport aux fournisseurs, comment est-ce que ces fournisseurs se positionnent sur ces deux approches-là. Et ça permet aussi voilà, de comparer un petit peu ces mécanismes. Donc déjà, il faut avoir en tête que le mécanisme des garanties d'origine, c'est pour le coup un mécanisme qui est mature et vraiment tous les fournisseurs le proposent. On peut préciser les origines, France, Europe, les technologies, c'est des mécanismes qui sont vraiment bien maîtrisés et qui sont vraiment faciles d'accès donc à tous les types de consommateurs, particuliers, professionnels, multisites, industriels. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est assez facile à faire d'un point de vue contrainte opérationnelle, d'un point de vue administratif, c'est vraiment simple. En plus, en termes de prix, on n'est pas très élevé. Alors, voilà, on a parlé de 0,3 à 1 euro du mégawattheure, peut-être un peu plus, mais voilà, si on se rapporte à un prix de fourniture de l'ordre de 50 euros, on parle de 2%. Enfin, ça représente voilà, presque 2%. C'est sûr, c'est pas négligeable, hein, surtout quand on a des consommations, mais ça reste accessible. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui est vraiment proposé par tout le monde. S'agissant des PPA, c'est un peu différent. Encore une fois, tous les fournisseurs d'énergie ne sont pas en mesure de proposer des solutions de PPA. Il y a des fournisseurs qui sont à la fois fournisseurs et agrégateurs. De toute façon, il faut effectivement obligatoirement avoir un contrat tripartite hein, avec un fournisseur et un agrégateur, donc avec le producteur et l'agrégateur. Donc il y a plusieurs parties prenantes, donc on n'est pas sur un mécanisme aussi simple. Et de toute façon, encore une fois, comme on va être sur des durées de contractuelles différentes, il faudra avoir justement potentiellement sur le premier contrat un fournisseur et un agrégateur différent. Et puis après, ça pourra vivre tout au long du PPA qui peut durer encore une fois 10, 15 ou 20 ans. Voilà pour ce premier sujet sur la partie énergie verte, donc et composante de coût. Donc pour clore cette première partie, ce que je vous propose, c'est un petit sondage justement entre vous pour avoir une idée de si c'est des choses que vous avez déjà été amené à expérimenter, que ce soit en termes de PPA, de garantie d'origine. Donc Delphine, peut-être si tu peux lancer le sondage. Sans aucun problème. Donc, nous allons nous poser une première question. La première question que nous avons vous poser est la suivante. Est-ce que vous avez déjà acheté de l'énergie verte? Donc, je vous invite à répondre. Alors, vous avez la possibilité entre oui via un PPA, oui via des GO. C'est en réflexion. Ce n'est pas une priorité. Alors, je regarde un petit peu où vous en êtes dans les réponses. 55% des participants ont voté. Ça continue encore à voter. Je vous laisse encore quelques secondes pour terminer de voter. 62% ont voté. On attend encore quelques instants et on va pouvoir fermer le sondage et bien sûr partager les résultats avec vous. Donc, je ferme le sondage et donc je vous invite à le regarder et je laisse bien évidemment la parole à Laurent pour commenter ces résultats.
Alors déjà, ce qu'on peut voir, il y a déjà un PPA, un ou plusieurs PPA parmi vous. Donc, félicitations à vous, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, c'est pas forcément le mécanisme le plus courant. Donc c'est une bonne chose. Ce qu'on voit aussi, c'est que effectivement, le mécanisme quand même le plus couramment mis en œuvre, c'est celui via les garanties d'origine. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui est de plus en plus en développement, et dans les politiques de RSE, toutes les entreprises s'y intéressent. Et d'ailleurs, on le voit aussi, hein, c'est en réflexion, c'est la partie la plus importante qui est aujourd'hui en cours. Donc voilà, on voit une diffusion de plus en plus, hein, dans les esprits du mécanisme des garanties d'origine, et on voit poindre le PPA. Donc voilà, on est typiquement dans le thème. Ce n'est pas une priorité, il y a quand même quelques personnes. Évidemment, c'est quand même un surcoût, hein, donc faut évidemment, dans les contextes de crise économique, voilà, en fonction des priorités des entreprises, on peut aussi comprendre que ce ne soit pas forcément encore le cas. Mais en tout cas, il y a quand même une majorité de participants qui s'intéressent au sujet, qui l'ont déjà fait, donc on voit que les choses évoluent. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'évoluer sur la deuxième composante de coût, qui est celle qu'on retrouve sur les factures d'énergie, donc qui est celle du mécanisme des C2E, donc certificat d'économie d'énergie. Donc déjà en préambule, quelques mots sur les C2E pour rappel, hein. Le mécanisme des C2E, donc il est issu à la base d'une obligation qu'on a, que les fournisseurs d'énergie, mais pas que, hein, d'ailleurs, également les distributeurs autocarburants, donc de faire des économies d'énergie aux consommateurs. Donc, il y a un mécanisme qui existe depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on est à la 4e période. Cette 4e période se termine fin 2021. Et donc, les fournisseurs d'énergie ont des obligations de faire des économies d'énergie. L'unité, c'est le C2E, le certificat d'économie d'énergie. On parle de kilowattheure CUMAC. Et on appelle ça des obligés. Et donc, ces fournisseurs d'énergie doivent remplir leurs obligations, donc en acquérant des C2E. Alors, soit auprès de leurs clients, auprès des consommateurs, particuliers, entreprises ou autres, le cas échéant par l'intermédiaire de mandataires, ou bien via le marché, une fois que les C2E ont été produits, donc en les achetant auprès des éligibles, des délégataires, des traders. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils remplissent leurs obligations. Et donc ça, c'est le principe. Alors après, le problème, c'est que à chaque fois qu'ils ont une obligation, souvent, elles se répercutent sur le consommateur final. Et là, en l'occurrence, les obligations sont actuellement déterminées par rapport au portefeuille des fournisseurs, enfin des obligés, et qui relèvent donc des secteurs d'activité tertiaire et particuliers. Donc, ce sont uniquement ceux-là qui voient leur facture actuellement impactée par ce surcoût des C2E. Je dis actuellement puisque on parle déjà d'une 5e période, hein, qui devrait entrer en vigueur en 2022 jusqu'en 2025. On parle même d'une 6e période actuellement. Donc c'est un mécanisme, le C2E, qui fonctionne bien, et donc c'est pour ça qu'on anticipe déjà, et dans les réflexions qui sont en cours. Alors sur le niveau bien sûr on parle des niveaux d'obligation des fournisseurs actuellement, mais on parle aussi justement de l'assiette, et potentiellement il y a des réflexions en cours sur le fait d'élargir ces assiettes aux industriels, qui peut avoir du sens, hein, puisque aujourd'hui, le secteur industriel est un secteur qui en bénéficie largement, hein, des primes de C2E, mais on y reviendra tout à l'heure, mais aujourd'hui, ils ne les payent pas sur les factures. Et donc aujourd'hui, si on s'intéresse justement à ce surcoût des C2E, alors pourquoi on en parle, c'est parce que c'est vraiment aujourd'hui un facteur différenciant entre les fournisseurs sur les factures. Alors bien sûr, vous vous intéressez toujours à la partie fourniture, hein, la base, le pic, vraiment la partie qui se négocie. Mais il y a les garanties d'origine qui est un facteur différenciant. Les C2E en est un facteur assez important. On a des prix aujourd'hui qui peuvent tourner aux alentours de 4-5 euros du mégawattheure, parfois un peu moins, parfois plus. Donc, il faut vraiment être vigilant sur le niveau de prix qui est proposé. Il faut également être vigilant sur la formulation des clauses, puisque, en fait, c'est toujours pareil, hein, dans les petites lignes, dans la formulation dont c'est fait, il peut y avoir vraiment des écarts entre les fournisseurs. Typiquement, aujourd'hui,
ce qu'on rencontre généralement, c'est donc une obligation qui est figée d'un point de vue contractuel, enfin, c'est un prix qui est figé d'un point de vue obligataire, mais pas l'obligation. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'occasion de la nouvelle période, donc de 2022 à 2025, on peut avoir une révision des prix de ces 2E. Donc, il faut voir comment cette obligation est inscrite dans vos contrats pour éviter justement d'avoir des mauvaises surprises en cours d'exécution. Vous pouvez même avoir, et c'est la partie en bas à droite, une révision aussi du prix marché sur lequel s'appuie la formule. Et là, du coup, vous êtes vraiment dans la certitude à la fois tant des obligations que du prix marché. À l'inverse, vous pouvez aussi tenter de négocier avec certains fournisseurs, d'avoir de tout figer, à la fois l'obligation et à la fois le prix de marché. Au moins là, vous serez beaucoup plus effectivement figé et fixé sur la durée de votre contrat, mais pour l'instant, assez peu de fournisseurs le pratiquent. Et évidemment, en général, il y a un renchérissement du prix. Donc, vigilance, en résumé, sur ce sujet, d'un point de vue C2E, dans la négociation, faites-y déjà attention, et puis surtout sur la formulation, parce que vous avez des vrais écarts entre les fournisseurs. Donc là, on vient de le voir d'un point de vue un peu côté négatif, hein, le surcoût de ces C2E sur vos factures, et qui est vraiment différent suivant les fournisseurs. Évidemment, il y a la raison d'être de ces C2E, c'est le financement de vos travaux d'efficacité énergétique. Et pour vous en parler, je passe la parole à Thibault. Merci Laurent. En effet, le mécanisme, à la base, il n'a pas été créé pour pénaliser les entreprises consommatrices d'énergie, mais il a été pour aider les consommateurs à subventionner des travaux en lien avec la diminution de consommation d'énergie. Donc, pour profiter des certificats d'économie d'énergie et quelque part pour récupérer les sommes payées aux fournisseurs pour le fonctionnement de ce même mécanisme, eh bien, les entreprises peuvent devenir bénéficiaires au sens du mécanisme et donc obtenir des primes C2E pour les travaux qu'elles réalisent, ces primes C2E qui seront versées par ces mêmes fournisseurs d'énergie. Donc, comment est-ce qu'on génère des certificats d'économie d'énergie? Eh bien, tout se passe au niveau des projets de travaux finalement. Donc, premièrement, on a la réalisation des travaux qui va être décidée dans le cadre d'un remplacement d'équipement, dans le cadre d'une modification de process, de l'amélioration thermique d'un bâtiment. Ça peut être également suite à une étude d'optimisation énergétique avec des préconisations d'amélioration. Au moment de cet avant-projet, le gisement C2E est étudié et il est validé en respect d'un certain nombre de critères de performance. À ce moment-là, un obligé qui souhaite récupérer les C2E générés par ce projet pour sa propre obligation, va sponsoriser le projet et s'engager sur le versement d'une prime C2E via la signature d'une convention aux économies d'énergie. Donc, cette convention doit être signée en amont des travaux, au moment justement où le volume des C2E a bien été identifié. Ensuite, les travaux se réalisent. Ils sont réalisés en veillant à la bonne conformité par rapport aux critères de performance minimum que prévoient les différentes fiches des C2E. Et finalement, un dossier est monté avec les différentes pièces justificatives techniques et administratives. Ce dossier est déposé par l'obligé qui va percevoir les certificats d'économie d'énergie et en échange va verser au consommateur qui a réalisé les travaux la prime financière qui avait été négociée au moment de l'avant-projet. Donc concrètement, quelles aides cela représente pour les consommateurs faisant des travaux? Eh bien, ce qu'on comprend, c'est que sur ce mécanisme, finalement, il y a d'un côté une offre et de l'autre une demande. L'offre, c'est donc la production des certificats d'économie d'énergie au moment des travaux. Et la demande, c'est l'obligation des obligés à obtenir des C2E et cela contre le versement d'une prime. Il y a donc un marché qui s'est créé. Les obligations, on le voit sur le graphique de gauche, sont en hausse depuis le début du mécanisme. Aujourd'hui, donc on est dans la P4. On a une obligation totale au niveau français sur la période de 2133 TWh CUMAC. Donc des obligations en hausse et en parallèle un gisement des C2E qui stagne quelque part ou en tout cas qui n'augmente pas aussi vite que l'obligation des obligés. En partie parce que les actions d'efficacité énergétique les plus simples ont déjà été réalisées et donc finalement le gisement des C2E ne peut pas augmenter aussi vite, en tout cas c'est le cas actuellement, que l'obligation.
La résultante étant le graphique de droite, où on voit que le niveau, la valeur des C2E aujourd'hui, eh bien, elle n'a jamais été aussi haute depuis le début du mécanisme. De ce fait, actuellement, les aides à l'investissement via les C2E sont importantes et il est réellement intéressant de prendre garde justement à estimer les volumes de C2E pour chaque travaux qui sont réalisés et évidemment d'essayer d'en obtenir la meilleure prime auprès des différents obligés, des différents mandataires, des différentes sociétés spécialisées travaillant sur ce mécanisme. Finalement, sur quelques travaux, étant donné la valeur des C2E actuels, on peut même atteindre un financement de 100% des travaux, en sachant que ces travaux, finalement, derrière, vont évidemment générer en plus des économies d'énergie annuelles. Donc, pour quel type de travaux un consommateur peut bénéficier de ces primes? Eh bien, en fait, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que tous les secteurs sont concernés et de nombreux équipements. Donc, simplement pour les opérations classiques, les opérations standardisées, il y a 34 opérations en industrie, 52 en tertiaire, 55 en résidentiel, mais aussi le secteur du transport peut obtenir des C2E, l'agriculture, les réseaux. Donc, finalement, tous les secteurs d'activité et de nombreux équipements. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que on n'est pas sur des travaux d'efficacité énergétique obligatoirement. On peut être sur des travaux liés à la maintenance, au remplacement d'équipements, mais qui vont inclure des équipements plus performants. On n'est pas, contrairement à d'autres mécanismes, sur des projets réellement innovants, mais on travaille sur des technologies qui sont matures et dont le fonctionnement et les économies d'énergie ont déjà été éprouvées. Et donc là, on vous affiche à l'écran 2 exemples. Alors là, c'est en industrie, mais on pourrait en produire pour finalement tous les secteurs. Et ces exemples-là, donc sur la rénovation complète d'un groupe de production d'air comprimé ou la rénovation complète d'un groupe de production de froid, on voit qu'on peut appliquer plusieurs fiches pour ces rénovations et on a une prime C2E qui peut couvrir 60% pour l'un et 100% du montant des travaux pour l'autre. Donc voilà, intéressant d'essayer de chercher à travailler sur ce mécanisme des C2E au moment où on travaille sur les travaux. Et donc, pour clore cette deuxième partie sur les certificats d'économie d'énergie, on va lancer un nouveau petit sondage et je laisse Delphine du coup prendre la main pour ce sondage. Formidable, merci beaucoup Thibaut. Alors, je vais lancer le sondage. Les informations s'affichent à l'écran. Alors, lors de vos travaux, effectuez-vous la démarche de recherche d'éventuels financements via les C2E. Vous avez plusieurs possibilités de réponse. Oui, via un partenaire spécialisé. Oui, via le fournisseur d'énergie en place ou des installateurs. Au cas par cas, non, rarement. Vous pouvez bien évidemment choisir la réponse que vous souhaitez. Je vous laisse quelques instants pour voter. Et puis, je vois que vous êtes tous en train de voter à l'heure actuelle. Je vous laisse encore quelques minutes. Et puis, nous allons fermer le sondage et bien sûr commenter les résultats qui s'afficheront à votre écran. Voilà, encore quelques instants. Je pense que nous allons pouvoir clôturer et bien évidemment partager les résultats. Thibaut, je te laisse commenter les résultats. Merci Delphine. Donc, on a des résultats qui sont assez équilibrés finalement. Je dirais que la meilleure des réponses, c'est plutôt le numéro 1 parce que travailler avec un partenaire spécialisé va permettre justement de valoriser le maximum de projets en C2E. Normalement, voilà, avec un partenaire, on est sûr qu'aucun projet va passer à la trappe et que dès qu'il y a une possibilité de financement, elle va être obtenue. Donc voilà, de travailler avec un partenaire, c'est évidemment un modèle qui fonctionne. 12% des personnes via le fournisseur d'énergie ou l'installateur. Donc ça peut être parfois une solution de facilité de travailler directement avec son fournisseur ou un installateur, mais c'est vrai que ça permet rarement d'obtenir la meilleure valorisation. Donc c'est voilà, pas forcément la meilleure option à prendre, mais c'est vrai qu'il y a une certaine facilité à travailler de cette manière. Et derrière, donc quand même, 24% au cas par cas et 32% non rarement. Donc, ce qui indique que pour ces entreprises-là, peut-être on passe à côté d'un certain nombre de financements qui pourraient être obtenus via ce mécanisme. Et voilà, encore une fois, qui permettrait de rattraper un peu
le coût peut avoir le mécanisme C2E sur les factures. Et donc, du coup, voilà, ça permet de clore cette partie certificat d'économie d'énergie. On va passer sur la troisième partie, qui est du coup le mécanisme de capacité, troisième coût annexe. Et c'est Josépha qui va travailler sur ce sujet. Merci Thibaut. Donc effectivement, on va maintenant parler du mécanisme de capacité. Je vous propose dans un premier temps de vous présenter ce mécanisme. Donc vous l'avez en fait sur la partie gauche de l'écran, hein. C'est le marché qui s'organise et sur la partie droite, on aura l'impact sur les consommateurs. Et on va déjà se concentrer sur la partie gauche. Vous voyez d'un côté les exploitants et de l'autre les fournisseurs. Donc effectivement, vous avez des fournisseurs qui sont obligés, dans le cadre de leur activité et de leur portefeuille client, de détenir des obligations, des garanties de capacité. De l'autre côté, vous avez des exploitants qui s'engagent à certaines périodes de l'année à assurer et à approvisionner et à dire que à ces moments-là, les jours les plus froids, à certaines heures de ces jours-là, ils seront en mesure d'approvisionner le marché. Et donc, en fait, se crée un marché, puisqu'on a une offre et une demande, et se crée un marché avec des enchères qui ont lieu chaque année et qui permettent de définir un prix de la capacité. En fait, ce mécanisme, il sert à quoi? L'objectif, c'est d'assurer l'approvisionnement de l'électricité en France les jours les plus froids et de diminuer les tensions sur le réseau sur ces jours-là. Donc, c'est pour ça qu'on a un certain nombre de jours à certaines heures de la journée qui sont définis chaque année, qui sont connus la veille. Et donc, le principe, c'est ces jours-là, ça va être plus cher. On va devoir, en plus de notre fourniture habituelle, payer un surcoût relatif à la capacité. Donc, ce surcoût, il peut être soit appliqué directement sur ces jours-là. Donc là, on a un impact direct. Alors là, effectivement, pour un consommateur, c'est se dire, il faut vraiment que je fasse des efforts de consommation sur ce jour-là pour pouvoir diminuer l'impact. Ou alors, et c'est ce qui est fait dans la majorité des cas, ce surcoût va être lissé sur toute l'année. Il va être lissé sur toute l'année et appliqué sur la facture du consommateur. Donc, c'est là où on arrive sur la partie droite de l'écran. Donc, chaque consommateur doit payer ce surcoût en fonction de son profil de consommation, puisqu'effectivement, le but, c'est d'être représentatif de ce que vous consommez ces jours où il fait très froid. Donc, si vous êtes un consommateur qui bénéficie du site avec des compteurs qui ont des courbes de charge, vous avez la possibilité de connaître exactement ce que vous consommez sur ces jours-là. Donc, c'est intéressant parce que ça permet d'ajuster, ça vous permet de travailler, de vous dire si c'est sur ces jours-là, je peux diminuer ma consommation d'une manière ou d'une autre parce que c'est possible, hein, c'est pas forcément toujours le cas, ça va vous permettre d'atténuer ce coût. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas une courbe de charge qui lui permet de jouer. Donc, ce sera là, on va partir sur un profil de consommation. Et sur un profil de consommation, là, par contre, on a d'une part moins d'impact. On n'a pas d'impact en fait parce qu'on ne sait pas faire varier ce profil de consommation les jours où il fait plus froid, ces jours de ce qu'on appelle les jours PP1. Donc on a moins d'impact sur le coût. Au final, on se retrouve sur un prix unitaire qui dépend des enchères qu'on va multiplier par les coefficients d'obligation de capacité. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que sur certains sites qui sont appelés les sites C1 et C2, on a une régularisation qui est mise en place par le fournisseur. Il faut bien s'assurer qu'elle est mise en place. C'est-à-dire, puisque vous avez ces courbes de charge et que vous savez peut-être jouer sur ces jours-là et diminuer votre impact sur la consommation, autant bénéficier de cette régularisation à la fin de l'année et se dire ok, ça permet de diminuer mes coefficients d'obligation et du coup de diminuer mon surcoût. Sur la page suivante, vous avez le résultat des enchères. Donc en fait, ce que je vous disais précédemment, c'est que ce marché qui se crée autour des enchères permet de définir un prix et c'est ce prix qui va se retrouver sur vos factures. Alors, il existe plusieurs possibilités. Vous pouvez choisir soit de prendre la moyenne d'une année, soit de prendre la dernière enchère, soit de choisir vous-même votre enchère ou même de demander à votre fournisseur quel prix, vous négociez de gré à gré avec lui un prix pour qu'il se positionne sur le marché à un instant T. Donc, sur le graphique, vous avez chaque enchère qui est représentée par un petit point et les traits par couleur qui représentent à chaque fois la moyenne sur une année. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur 2016 et 2017, on était sur un prix qui était
qui était assez bas. On voit aussi qu'on avait eu peu d'enchères parce que c'était le début du mécanisme qui se mettait en place et que sur les années suivantes, 2018 et 2019, on a eu une stabilisation, même sur le début 2020, autour d'un prix qui était, donc c'est les prix là ici, on les a indiqués en euros par garantie de capacité, donc sur un prix aux alentours de 2 000 € par garantie de capacité. Ce qui s'est passé dernièrement, donc c'est la dernière enchère de juin 2020, on voit que le prix a plus que doublé, puisqu'il se retrouve autour de 4 000, 4 500, 5 000 € par garantie de capacité suivant les années. Pourquoi? En fait, il y a eu des annonces récentes de la part d'EDF sur la disponibilité des centrales nucléaires, notamment du fait du contexte lié au coronavirus. Il y a eu des décalages sur les plannings de maintenance des centrales, qui a fait qu'il y a eu un décalage, une diminution de la disponibilité de ces centrales. Donc, ça a eu un impact direct en fait sur le prix des garanties de capacité. Donc cet impact, en fait, vous allez le retrouver sur vos factures l'année prochaine, puisque là, on parle notamment des garanties de capacité, des prix qui vont être définis pour l'année prochaine, pour 2021. Donc, soit vous avez un consommateur qui a choisi de tout positionner sur les enchères de début d'année, et auquel cas, tant mieux, parce que vous allez bénéficier des prix qu'il y a eu à cette période-là par rapport au dernier qu'on a eu. Soit vous étiez sur la moyenne, et dans ce cas-là, il faut qu'on attende de voir les résultats des autres enchères pour voir ce que ça donne. Soit vous êtes, ce qu'on voit aussi beaucoup dans les contrats, c'est d'être indexé sur la dernière enchère. Dans ce cas-là, il faudra attendre la dernière enchère pour voir ce qui va se passer. Mais bon, donc c'est un point important parce que on voit que c'est un surcoût direct sur vos factures et que vous êtes dépendant un peu de ce marché qui est, comme on le voit, assez peu prévisible en amont. Donc ça, c'était sur cette première partie, le côté achat et le côté positionnement des consommateurs. Je vais laisser la parole à Thibaut pour évoquer la partie plutôt optimisation, c'est-à-dire comment se servir de ce sujet-là, puisque le but, c'est aussi de pouvoir agir sur sa consommation. Oui, merci Josépha. En effet, ce coût qui est lié au marché de capacité, donc qui représente quelques pourcents de votre facture d'énergie actuellement, mais on l'a vu sur la dernière enchère, on se doute qu'il va augmenter dans les prochains mois. Donc ce coût peut être optimisé. Donc pour cela, globalement, il y a deux options. La première option, Josépha en a déjà parlé, finalement, eh bien, c'est de travailler sur les heures PP1 pour chercher à diminuer sa consommation à ces moments-là. Ce qui fait que la puissance moyenne qui va être ensuite retenue par votre fournisseur, eh bien, sera plus faible, et donc l'impact sur votre facture sera diminué. Ce qu'on voit concrètement chez les clients avec qui on travaille, c'est que c'est très difficile de programmer une diminution de l'activité sur les jours PP1 sur les horaires qui sont très étendus, 7h, 15h et 18h, 20h, en sachant qu'on est prévenu la veille à 9h30 qu'on va devoir finalement arrêter de travailler une bonne partie de la journée. Donc l'impact réel de cette option, finalement, elle est faible, puisqu'on a du mal à diminuer les puissances appelées sur l'étendue de ces plages horaires. Et donc voilà, on remarque que finalement la capacité ne diminue pas vraiment sur les factures. La deuxième option, celle que nous on préconise un peu plus, c'est de faire certifier sa puissance effaçable auprès d'un agrégateur de flexibilité. Donc, ça demande un travail en amont pour étudier la puissance réellement effaçable au niveau des process. Mais globalement, l'idée, c'est de savoir quelle est la puissance qu'on va pouvoir diminuer au moment où l'agrégateur nous le demande. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on définit dans un contrat en amont la disponibilité sur les plages horaires. Donc, on ne se rend pas forcément disponible sur l'étendue globale de toute la plage horaire ou sur l'étendue des 5 mois d'hiver. On a le droit de dire, non, de 7h à 9h, il est impossible que je m'efface. Donc, dans ce cas-là, l'agrégateur ne viendra pas vous appeler de 7h à 9h. Donc, une fois que cette étude est faite et qu'on sait également, exactement la puissance sur laquelle on peut s'effacer et à quel moment, il faut contractualiser avec un agrégateur d'effacement dont le métier, c'est justement d'agréger des capacités de nombreux sites pour les proposer à RTE. Donc, c'est l'agrégateur qui fait le lien entre les demandes RTE pendant les périodes de pointe, finalement les moments pendant lesquels RTE demande si les sites peuvent s'effacer, ce qui va lui éviter de demander à des centrales thermiques de se lancer.
Donc, c'est l'agrégateur qui fait le lien entre ces demandes RTE et le site effaçable. Et donc, ce que le site doit faire, du coup, c'est se rendre disponible. Alors, on n'est plus sur les jours PP1, mais sur les jours PP2. Donc, il y en a 10 à 25 par an et non 10 à 15. Donc, un peu plus de jours. Mais par contre, sur des plages qui ont été définies en amont dans son contrat. Et surtout, finalement, le site va être appelé que quelques heures réellement par an. Pourquoi? Justement parce que l'agrégateur avec qui le site va travailler, eh bien, travaille avec un pool de puissance effaçable et n'a pas besoin de les activer toujours à tout moment. Donc finalement, on va avoir une rémunération fixe qui est assurée simplement pour le fait de se rendre disponible, et ensuite une rémunération variable pour chaque activation effective, mais qui vont finalement représenter que quelques heures d'activation par an. Donc, ces gains-là, qui sont finalement des factures que le site va émettre à l'agrégateur, eh bien, viennent compenser une partie qui peut être une partie non négligeable du coût de la capacité sur vos factures, pour un impact opérationnel, eh bien, qui est réduit, puisque finalement, quelques heures d'activation par an. Donc, un impact opérationnel qui peut être réalisé. Et l'avantage de commencer à travailler sur ce mécanisme de capacité, qui est un mécanisme de flexibilité plutôt simple, c'est que derrière, eh bien, le site va être un petit peu plus entraîné et il va comprendre les mécanismes et pourra, in fine, travailler sur d'autres mécanismes de valorisation de la flexibilité, notamment l'appel d'offres effacement ou les réserves rapides et complémentaires, donc qui sont d'autres mécanismes qui vont non pas travailler sur les 5 mois d'hiver, mais plutôt sur toute l'année et sur des périodes de temps différentes. Donc globalement, commencer à travailler sur la capacité pour après bien maximiser sa rémunération et travailler sur d'autres mécanismes, c'est réellement intéressant de s'y pencher en ce moment. Voilà. Et puis, je vais laisser la parole à Laurent pour la synthèse de ces trois. Merci Thibaut. Effectivement, donc voilà, on a pu voir, avant de passer aux questions, donc à travers ces trois grandes composantes de coûts qu'on retrouve sur les factures d'énergie, donc sont donc l'énergie verte, les C2E, la capacité. Donc on a vu que derrière ça, il y avait aussi un intérêt derrière de valoriser ces composantes de coûts d'une autre façon. L'énergie verte, un mécanisme qui est assez mature via celui des garanties d'origine. Un mécanisme qui est plus récent, celui des PPA, qui est un peu plus en devenir, on va dire, sachant qu'il y a aussi d'autres travaux en cours sur la partie énergie verte, notamment un label ADEME pour essayer de distinguer les différences qu'on peut retrouver parfois entre fournisseurs sur la partie électricité verte. Il y a même certains fournisseurs qui proposent aussi une approche un peu différente avec un traçage blockchain. Donc voilà, donc il y a des choses qui évoluent. Encore une fois, on l'a vu aussi à travers du sondage, une majorité d'entre vous qui s'y intéressent ou qui l'expérimentent déjà. Donc c'est vraiment dans une politique de valorisation RSE qui est intéressante. On a pu travailler aussi, s'intéresser au sujet des C2E, qui est un surcoût de plus en plus élevé sur vos factures, mais qui est surtout à la base, il faut en revenir au sens, un moyen de financement des travaux d'efficacité énergétique que vous connaissez sans doute d'ailleurs en tant que particulier, tous les opérations coup de pouce, chaudière à 1 euro et auparavant même les opérations de l'aide gratuite ou quasiment gratuite que vous pouvez avoir dans les supermarchés, c'est issu du mécanisme des C2E. Donc c'est un mécanisme qui fonctionne bien. Il faut vraiment s'y intéresser parce qu'on constate, et on l'a vu aussi encore à travers le sondage, qu'il y a des opérations qui ne sont pas financées ou qui pourraient l'être, et c'est encore une fois, c'est un mécanisme d'incitation, donc c'est dommage de passer à côté. Et enfin, ce mécanisme de capacité qui là encore une fois se retrouve sur vos factures, mais qui est aussi un mécanisme vertueux parce qu'il permet d'effacer ses pointes, donc d'être rémunéré bien sûr, mais d'effacer ses pointes, donc d'éviter d'avoir à mettre en service des moyens de production qui sont souvent polluants pendant les périodes de grand froid. Donc ça reste aussi un mécanisme assez vertueux. Donc voilà pour cette petite synthèse. Donc on arrive au terme de cette présentation. On a peut-être pris un petit peu plus de temps que prévu, mais néanmoins, on est disponible effectivement pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Josépha et Thibaut pour la qualité de votre intervention. Laurent, nous avons quelques questions qui nous sont posées. Je te laisse la main pour y répondre.
Alors, je vais essayer effectivement de les regarder. Alors, on a une première question. Je pense que c'est pour toi, Thibaut, qui nous parle donc c'est quel est l'impact de la crise du Covid-19 sur les prix de marché des C2E? Est-ce que tu peux nous éclairer sur effectivement le Covid-19 qui a de multiples impacts? Quel est son impact sur le prix sur le marché des C2E? Oui, là, c'est une bonne question. Donc, il n'y a pas de. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas subi de chute vertigineuse au niveau de la valeur des certificats d'économie et d'énergie sur la période Covid. Donc, si on regarde les deux marchés, parce que là, on vous a parlé surtout du marché primaire, mais globalement, on peut définir un marché primaire et un marché secondaire. Sur le marché primaire, on est plutôt en hausse finalement. On était à 7,75 en janvier et on est autour des 8, je crois, un peu plus que 8 en mai. Et pour le spot, on est plutôt sur une baisse autour de 9 à aujourd'hui un petit peu plus que 8. Donc globalement, les deux marchés n'ont pas évolué exactement de la même manière, mais on n'a pas la chute qu'on aurait pu craindre et qui aurait pu, par exemple, être un petit peu parallèle à ce qui s'est passé pour les prix de l'énergie. Donc là, ça n'a pas été le cas. Le deuxième élément de réponse qui peut être intéressant à voir, c'est que du coup, lors de cette crise, on a eu beaucoup moins de consommation justement au niveau du marché français et les obligations des C2E, elles sont finalement calculées en fonction de ces consommations et des ventes d'énergie par les fournisseurs. Donc on peut s'attendre, on va s'attendre et c'est certain quand même à une baisse de l'obligation au niveau de la période 4, donc qui pourrait, étant donné qu'on va avoir une petite baisse d'obligation, ça pourrait impacter à la baisse un petit peu les prix, puisque finalement le marché va être un petit peu moins tendu pour les fournisseurs. Encore que, lors de cette crise Covid, on a eu aussi des travaux et des investissements qui ont été reportés. Donc finalement, on peut dire que globalement, tout s'équilibre et donc on devrait rester à des niveaux de prix comme c'est le cas actuellement. Merci. Alors, on a pas mal de questions sur le chat. Une question suivante, encore pour toi, Thibaut. Comment obtenir la liste des travaux éligibles au C2E? Alors, la liste, elle est disponible sur le site du ministère. Donc, je pourrais vous envoyer, mais sur le site du ministère, donc c'est écologie-solidaire.gouv.fr, vous avez l'ensemble des opérations standardisées disponibles, donc dans tous les secteurs, agriculture, résidentiel, tertiaire, industrie, réseau, transport. Voilà, on pourra vous l'indiquer, mais c'est donc www.écologique-solidaire.gouv.fr et ensuite il faut cliquer sur opérations standardisées d'économie d'énergie. Merci. Question suivante, quid du TURP? Puisque donc effectivement on a parlé surtout des composantes de coûts qui se retrouvent sur la partie fourniture, les garanties d'origine, C2E, capacité. Le TURP, c'est une composante de coût à part. Effectivement, sur une facture d'électricité, il y a trois grandes composantes de coûts, fourniture, acheminement et taxes. Donc, on va surtout parler de celles qu'on retrouvait sur la fourniture. L'acheminement, c'est une partie à part, donc qui s'optimise. Donc, il y a des grilles tarifaires. Vous connaissez un peu, on peut travailler les puissances souscrites, mais également les options, les versions. Il y a pas mal de subtilités parce qu'on peut aussi, il faut tenir compte donc des taxes locales, de la CTA. Donc c'est plus une optimisation, on va dire au cas, enfin site par site, PDL par PDL qu'on peut faire. Et là, on n'a pas trop d'impact sur la partie, on va dire acheminement, enfin d'un point de vue bénéfices indirects. De toute façon, on est plus dans le domaine de l'optimisation tarifaire pour la partie acheminement. C'est un coût qu'on a sur vos factures. Ensuite, une autre question, peut-être cette fois-ci pour Josepha. Quel est notre pronostic sur l'évolution des enchères? Alors, effectivement, c'est une bonne question parce que vu les enchères, la dernière enchère qu'il y a eu, on a raison de se poser la question de savoir qu'est-ce que ça va donner sur la fin de l'année et savoir quel va être notre impact sur le budget, puisque c'est véritablement ça qui se cache derrière. C'est assez difficile à dire parce que vous voyez qu'on est dépendant des annonces. Et d'ailleurs, il y a eu une récente annonce, je crois que ça date d'hier,
d'EDF encore sur la disponibilité des centrales nucléaires. Finalement, elle serait revue un peu à la hausse. Donc, ça va probablement jouer sur la prochaine enchère. Mais c'est vrai que les pronostics, déjà, habituellement, sont difficiles à faire en énergie, quel que soit le marché. Mais vu le contexte actuel où on est soumis à des aléas qui sont totalement inconnus, c'est encore plus difficile de faire un pronostic. Toutefois, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que c'est sûr que si on est sur une moyenne d'enchères, si on choisit la moyenne des enchères, on aura un impact qui sera forcément lissé. Alors que si on se met par exemple que sur la dernière enchère, c'est souvent ce qui est choisi parce qu'en fait, c'est là où il y a le plus de volume qui est changé. Donc, on pourrait imaginer que c'est le prix le plus représentatif de la capacité. Et jusqu'à aujourd'hui, historiquement, ça a toujours été le prix le plus bas. Donc, ça pourrait être une bonne stratégie, mais c'est plus risqué. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur les pronostics. C'est-à-dire que c'est un peu flou à date. Et après, il faut du coup adapter la stratégie de choix du coût de capacité sur vos contrats en fonction de ce que vous êtes prêt à prendre comme risque ou non. Alors, on a d'autres questions encore qui arrivent au fil de l'eau. On va essayer d'en prendre peut-être deux en une, histoire de répondre à un maximum. Puis après, vu que le temps passe, on reprendra bien sûr aux autres questions par email après coup. Donc, qu'est-ce qu'une puissance effaçable? Je lis, j'en ai une autre. Y a-t-il intérêt à mettre en place une limitation de capacité dans une société du secteur tertiaire? Thibaut, tu veux répondre à ces deux questions? Oui, alors en fait, la puissance effaçable, du coup, c'est la puissance qui correspond aux équipements que vous allez pouvoir arrêter ou pour lesquels vous allez diminuer finalement la consommation au moment où RTE en a besoin. Donc, ça nécessite une étude en amont pour justement définir quels sont les process ou quels sont les équipements qui peuvent relativement rapidement s'arrêter sans que ça ait un impact sur la production ou en tout cas que l'impact en soit maîtrisé. Donc voilà, la puissance effaçable, elle est définie avec une étude énergétique et opérationnelle de votre fonctionnement. Et pour la question du secteur tertiaire sur la capacité, on voit de plus en plus de flexibilité justement dans le secteur tertiaire. Donc là, on travaille plutôt sur du diffus parce qu'on est sur des petites puissances, mais en agrégeant un certain nombre de petites puissances, on peut travailler également sur la capacité. Et notamment dans le secteur tertiaire, on peut faire varier le fonctionnement de ces équipements de climatisation ou de chauffage électrique pour faire varier leur consommation en fonction des demandes. On ne sera pas forcément sur le mécanisme de capacité, mais potentiellement sur d'autres mécanismes de flexibilité qui justement valorisent la possibilité d'être très réactif aux variations. Donc là, je vois qu'il est presque 11h52, donc on a un petit peu débordé, on a encore d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on en reste là, ou une dernière, peut-être, elle est pour la route. Bonjour, quel est votre conseil sur la puissance annuelle consommée pour étudier un PPA? Alors aujourd'hui, alors effectivement, on l'a dit à un moment donné, sur les PPA, on ne les fait pas sur l'intégralité de votre consommation. En général, on les adresse uniquement sur une partie. C'est pour ça qu'on fait aussi appel à des agrégateurs. Globalement, on essaie de travailler sur des bandeaux. Donc là, faut regarder, faut analyser votre courbe de charge, hein, voir quel est votre ruban. Après, il y a d'autres approches pour les PPA, mais globalement, souvent, on essaie de travailler sur des rubans, donc souvent d'1 mégawatt, 2 mégawatts, 3 mégawatts. Tout dépend de votre consommation globale. Donc, ça peut représenter 10, 15, 20% de votre consommation. Là, ça a étudié vraiment au cas par cas en fonction de votre profil, de votre volume global. Il est certain que ça s'adresse encore une fois actuellement plutôt aux gros consommateurs. Et donc, voilà, en attendant que le mécanisme se développe et se démocratise, on va dire un peu plus, ça s'adresse plutôt aux gros consommateurs. Et pour l'instant, on n'est pas sur des très gros volumes, en tout cas sur les PPA qu'on observe, on est plutôt sur ces pourcentages-là qui correspondent à des bandeaux de quelques mégawatts. Alors, ça dépend encore une fois de votre profil.
Et je me permets juste un complément. Il n'y a pas de restriction sur le type de compteur. On pourrait imaginer que c'est réservé plutôt aux très gros consommateurs qui ont des C1 et des C2, c'est-à-dire les plus gros compteurs. Pas du tout. On peut aussi choisir de faire un PPA sur des compteurs qui sont dits bleus. Donc, pas de restriction non plus sur le type de compteur. Très bien. Écoutez, on vous propose d'en rester là et de clôturer sur cette dernière question, dernière réponse. Voilà, encore une fois, on en a reçu d'autres et on tâchera d'y répondre par mail après coup. Tout à fait. Nous avons toutes les questions et nous en profiterons pour vous répondre personnellement aux questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Je vous propose, si vous avez des questions additionnelles, à envoyer vos questions à l'adresse mail qui va s'afficher incessamment sous peu, conseil-énergie@heming.com. J'en profite pour vous remercier tous, nos intervenants et nos participants pour la qualité de ce webinaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.